Bonsoir. Le documentaire que vous allez voir est la première partie d'une enquête plus grande et je dois être extrêmement clair avec vous d'emblée. Jamais un documentaire, jamais un travail journalistique n'a été aussi brutal, violent et dangereux pour moi de toute ma carrière. Jamais. Ce que j'ai pu faire sur Pfizer, ce que j'ai pu faire pour défendre certaines personnes, ce que j'ai pu faire sur certains sujets n'est rien en comparaison de ce sujet-là, qui a rendu des gens complètement fous. Et le mot est fou, je peux vous le dire. D'ailleurs, il se trouve que je tourne cette vidéo d'introduction en Tunisie, où je me trouve parce que j'ai été entendu par la police en lien avec Interpol, rien moins, comme plaignant dans une affaire très grave, dans laquelle une commission rogatoire internationale, donc ce qu'on appelle un mandat, a été émis de la Tunisie vers la Suisse. Ça les a rendus complètement fous. Des Tunisiens qui envoient des commissions rogatoires vers la Suisse, enfin, on n'a pas idée, c'est le contraire d'habitude. Ça se passe dans un sens, pas dans l'autre. Enfin, soyons sérieux. Non. Ça les a rendus complètement barjots. Et c'est une affaire connexe. Le sujet que vous allez voir dans ce documentaire, je vais être encore une fois très clair avec vous, on a tout fait pour m'empêcher de le sortir. Et il est en un sens incomplet, c'est que la première partie, il y a d'autres cas encore plus graves, qui ont nécessité beaucoup plus d'enquêtes, qui ont nécessité des interviews de personnes dangereuses, puissantes et dangereuses, et qui relèvent d'autres cantons en Suisse, pour des affaires encore plus graves. Mais rien que celui-là, rien que cette partie émergée de l'iceberg, vraiment de très loin, jamais on a produit autant d'efforts, par autant de moyens distincts, pour m'empêcher de le sortir. C'est donc évidemment qu'il fallait le sortir. Vous vous en doutez bien. Je suis pas du genre à baisser les yeux devant les monstres, même s'ils sont puissants, même s'ils sont organisés, même s'ils ont des moyens qui terrifient le commun des mortels. Moi, au contraire, ça m'inspire. C'est donc pour cette raison que je vous présente cette première partie de documentaire, que je comptais compléter davantage, je comptais vous la sortir en totalité, d'un coup. Et je vois que le sujet est tellement énorme que cette première partie, que j'avais enregistrée à l'avance, comme base, à partir notamment d'un article que j'ai écrit pour Omerta à l'époque, méritait de sortir. Mais encore une fois, elle est incomplète. Alors j'en profite pour vous rappeler que je ne suis pas suicidaire, que je n'entends pas mettre fin à mes jours dans les mois qui viennent, et que, évidemment, toute disparition devrait être entendue et comprise comme extrêmement suspecte. J'ajoute aussi que c'est à vous, journalistes citoyens, d'enquêter, de poser les questions, d'interpeller, d'interviewer éventuellement, parce qu'on est sur un sujet très grave. Quoi qu'il en soit, la deuxième partie, le deuxième volet de ce travail est en cours de préparation. Les gens qui sont cités dans ce deuxième volet sont particulièrement au courant de ce que ce travail est en cours de préparation et ont agi de tous les moyens possibles pour empêcher qu'il sorte. Évidemment, il va donc sortir. Je vous laisse apprécier la première partie et je vous remercie vraiment déjà de votre soutien. J'ai reçu un très grand nombre de messages de soutien, c'était assez fascinant, et de votre attention à un sujet qui est aussi grave que l'affaire des pédophiles de la BBC, qui est contemporain de l'affaire Epstein, qui est en filigrane lié à celle-ci. Ça transparaîtra pas dans la partie que je vous présente, mais comme je vous l'ai dit, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Mais je vous remercie, en tout cas, de donner de votre attention et de votre temps pour étudier le documentaire qui m'a littéralement coûté le plus cher de toute ma vie. L'affaire des pédophiles de la RTS, la radio-télévision suisse. C'est de très loin, vraiment de très loin, le travail journalistique le plus dangereux que j'ai réalisé de ma vie, qui sur le plan journalistique commence en 2014 quand je travaille pour le magazine Le Point comme chroniqueur et éditorialiste, et je ferai donc 2 fois la couverture du Point notamment. Eh bien, je peux vous garantir, beaucoup de gens pensent que le truc le plus dangereux que j'ai fait sur le plan journalistique, c'était d'attaquer Pfizer. C'était cette vidéo, qui est d'ailleurs la plus vue de ma chaîne. Pfizer, une société qui vous veut du bien, plus de 6 milliards de dollars de condamnation, d'agrément avec la justice américaine pour ne pas reconnaître leur culpabilité, mais pour des faits, donc notamment de charlatanisme, de mise en danger de la vie d'autrui, etc. Et ce genre de travail, dont vous savez qu'il ne sera refait avec beaucoup plus de retenue, on parle vraiment d'un service qui va retenir ses coûts
sur Pfizer, que 2 ans plus tard par le service public français avec complément d'enquête, était très risqué, je vous le confirme. Attaques dans tous les sens, on se rappelle des attaques de l'Express, certes ça leur a pété à la figure parce que leurs pratiques journalistiques sont, comme vous le savez, sujettes à caution. Dans ce cas d'espèce assez précis, j'ai fait renvoyer non pas une fois mais 2 fois Alain Veil, le patron de l'Express, en correctionnel, ainsi que l'inénarrable Victor Garcia, qui avait, comme disait Barack Obama, les seuls qui se font passer pour des journalistes sur CNN, ce sont les journalistes de CNN. On peut à mon avis dire la même chose de Victor Garcia. Victor Garcia, je voudrais vraiment être sûr, est-ce que vous êtes scientifique vous-même ? Absolument pas, non. Voilà, donc c'est très facile. Journaliste scientifique. Vous n'êtes pas scientifique de formation, vous n'avez pas pratiqué la science, il n'y a pas de honte à ça. Mais oui ou non, vous n'avez jamais pratiqué la science de votre vie, oui ou non, Victor Garcia ? Ça dépend ce que vous entendrez par pratiquer la science. Étant donné que je suis journaliste scientifique, il m'arrive, j'écris quasiment tous les jours sur ces sujets-là et je parle à des scientifiques. Ah, d'accord, vous commentez la science. Je veux dire, quelqu'un qui est dans les tribunes n'est pas footballeur, on est bien d'accord avec ça. Lui et Alain Veil sont renvoyés 2 fois en correctionnel pour leur tentative de terrorisme intellectuel à mon égard. J'en profite pour bien souligner que le renvoi en correctionnel n'est pas du tout automatique, absolument pas, c'est même l'aboutissement d'un long processus et il n'est pas garanti. Mais là ça prouve bien qu'on a affaire à des cas très sérieux. Alain Veil qui est un délinquant puisqu'il a déjà été condamné en diffamation pour des faits qui frisaient selon moi avec l'incitation à la haine raciale puisqu'il avait déclaré, il avait sous sa responsabilité fait écrire que le maire de Goussainville était fiché S, ce qui était bien sûr faux et d'un très mauvais goût concernant les origines ethniques de ce dernier. Quoi qu'il en soit, tout ça c'est du menu fretin, j'insiste. Même si c'était en conséquence chronologique de mes révélations sur Pfizer, l'affaire des pédophiles de la RTS, vous êtes 2 étages au-dessus. Vous êtes sur un niveau de prise de risque personnel qui n'a plus rien à voir. Vraiment plus rien à voir. Et je m'en suis bien sûr rendu compte. Et là, on en vient à la question du journalisme citoyen. On en vient au respect du premier devoir fondamental de la Charte de Munich, respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences pour soi-même. Le premier devoir de la Charte de Munich, il est intransigeant. Le journaliste doit respecter la vérité, quelles qu'en soient les conséquences, pour lui-même. Parce que le public a un droit fondamental à connaître la vérité. Et là, vous avez une étude de cas avec l'affaire des pédophiles de la RTS, que je vais bien sûr vous décrire, qui est une étude de cas de l'intérêt du journalisme citoyen, de l'intérêt vital en démocratie du journalisme citoyen d'une part, et des méconduites crasses qu'il permet d'empêcher et qui justifient de le développer. Raison pour laquelle, bien sûr, Elon Musk a dit « We are the media now, you are the media now » avec X, avec les autres canaux. Parce que dans l'affaire des pédophiles de la RTS, on a un problème fondamental, c'est que c'est la plus grosse organisation journalistique, je mets journalistique entre guillemets, de Suisse, qui est une scène de crime. Et cette organisation ne va pas enquêter sur elle-même, elle devrait, bien sûr qu'elle devrait. Mais prenez un cas tout à fait comparable, les pédophiles de la BBC. La BBC a été une scène de crime avec des pédocriminels aggravés pendant 40 ans. Et des choses du viol d'enfants répétées par des hauts cadres de la BBC pendant plus de 40 ans. Et tout le monde savait, et il a fallu attendre des décennies pour que ça sorte. Et pendant ces décennies, des enfants sont devenus adultes et ont été violés répétitivement par des hauts cadres du service public britannique. Et bien vous avez la même chose qui s'est produite à la RTS, la grande différence, c'est que pour la BBC, on le sait maintenant, et qu'aujourd'hui pour la RTS, la radio-télévision en Suisse, le public n'en est pas informé d'une part. D'autre part, des sources essentielles, fondatrices, pour ne pas dire historiques du dossier, disparaissent. Comme ça, par un hasard facétieux. Et pire encore, des journalistes qui devraient enquêter là-dessus vont se livrer à des pratiques qui me semblent être, par mon intime conviction, du cyber-blurring. C'est-à-dire que quand vous cherchez sur Google, vous trouverez autre chose. Vous aurez des appâts qui vont vous dissuader exactement comme pour les cas de faux fact-checking, vous vous en rappelez. Non, Hunter Biden n'a jamais eu cet ordinateur portable de l'enfer. Non, son père n'a jamais été ami avec quelqu'un du Ku Klux Klan, etc. C'est du cyberblurring. On met de fausses pistes, on met des choses qui vont dissuader le public de rechercher la vérité. Par définition, c'est de l'anti-journalisme. C'est l'opposé du journalisme. Si le journalisme, c'est cette relation entre le public et la vérité, le journaliste est l'entremetteur entre le public et la vérité, et la personne qui est prête à risquer sa vie, sa peau, pour faire connaître la vérité au public, l'anti-journaliste, c'est celle ou celui qui va
présenter au public des articles qui le détournent de la vérité. Vous savez très bien que ces pratiques existent. Mais dans le cas du dossier de la RTS, malheureusement, elles sont innommables. Elles sont innommables parce que le peuple suisse, seul souverain, a le droit de savoir que sa radio-télévision, qui fait partie d'une organisation plus grande, la multinationale SSR, Société Suisse de Radiodiffusion, plus d'1 milliard de francs suisses par an, qui sont issus du peuple suisse, qui paye pour tout cela, eh bien le peuple suisse a le droit de savoir ce qu'il s'est passé à la RTS, et en particulier pourquoi la RTS a tout fait pour le cacher, incluant des méthodes d'intimidation aggravées, dont je peux témoigner personnellement, incluant des méthodes de terrorisme intellectuel, dont je peux témoigner personnellement, et incluant du cyberblurring à beaucoup d'égards. Eh bien, cette omerta, il était temps d'y mettre fin, et j'emploie le terme omerta pourquoi ? Vous savez, omerta, ça veut dire humilité, en dialecte sicilien, on est humble, on gère les choses en bon père de famille. Je cite là un procureur suisse qui avait enquêté sur un des dossiers des pédophiles de la RTS et qui s'était vanté d'avoir géré ça, je cite, en bon père de famille. Eh bien, on est humble, on est comme, après tout, disait Tottolina, qui lui ne violait pas les enfants, mais il les dissolvait dans l'acide. Eh bien, Tottolina disait « je suis un humble agriculteur », voilà, c'est de l'humilité, omerta. C'est d'ailleurs dans Omerta, le magazine Omerta, que je salue, qui a eu le courage de publier cette enquête après François, qui en avait publié une première version et qui en avait subi des conséquences très brutales. Omerta a accepté de publier mon travail sur les pédophiles de la RTS, que j'ai publié parce que les sources disparaissent. Comme je l'ai décrit dans cet article d'Omerta, quand on enquête sur les pédophiles de la RTS, on joue contre la montre et contre le monstre. La montre, parce que les preuves disparaissent. Vous avez des articles historiques qui, pouf, s'évaporent des internets. Et bien sûr, contre le monstre, parce que, pardonnez-moi, mais violer des enfants, c'est monstrueux. Enfin, je m'en veux de devoir le rappeler à la RTS, mais violer des enfants, c'est monstrueux. Et elle devrait être transparente sur son passé, notamment parce que c'est un service public suisse. Donc, merci à Omerta d'avoir publié cette enquête, et qui n'est que le début. Mais pour moi, je dois en faire une étude de cas de journalisme citoyen. Parce que vous avez tout dedans. Vous avez les questions déontologiques, vous avez les questions méthodologiques, et vous avez les risques. Les risques. Pourquoi aucun journaliste suisse n'a voulu publier sur l'affaire des pédophiles de la RTS à votre avis ? S'il y en a un, et on va lui rendre hommage. Il est mort maintenant, pas à cause de ça. Son article, par contre, est mort aussi. Et ça, c'est à cause de ça. Pourquoi le temps ? Pourquoi le temps n'enquête pas là-dessus ? Pourquoi le temps va vous publier d'autres affaires de la RTS qui sont tout à fait véniales et qui n'ont même pas donné lieu à des enquêtes de justice ? Pourquoi ? Alors qu'on a une scène de crime que les gens peuvent vérifier et qu'on peut recouper les témoignages et qu'on peut recouper les condamnations. Pourquoi ? Parce que respecter le premier devoir de la Charte de Munich, ça nécessite obligatoirement de ne pas aller à la soupe. Comprenez bien que tous les métiers sont prostituables. Tous. Médecin, on l'a vu. Un laboratoire pharmaceutique peut prostituer un médecin. C'est littéralement ce qu'on voit dans l'affaire Purdue Pharma avec l'oxycontine. Un professeur des universités est prostituable, aucun problème. On l'a vu dans la vente de cigarettes, comment l'industrie du tabac ou l'industrie du sucre a prostitué des professeurs d'universités américaines. C'est complètement trivial. Un député, un sénateur, un ministre est prostituable. Mais dites-vous bien, évidemment qu'un journaliste est prostituable. Enfin, c'est une évidence. Si vous voulez qu'un journaliste détourne le public de la vérité, c'est possible. C'est possible, d'autant que vous avez des conflits fondamentaux dans les devoirs de la Charte de Munich, à savoir que un journaliste ne rend de compte qu'à sa rédaction. Un journaliste citoyen est sa propre rédaction, dont il ne rend de compte qu'à sa propre conscience. Alors qu'un journaliste, même s'il est intègre, et ça existe, et j'en ai rencontré, mais un journaliste doit rendre des comptes à la vérité, c'est son premier devoir, oui, mais il a une rédaction aussi. Et cette rédaction peut lui demander d'enterrer courtoisement un dossier. C'est de toute évidence ce qui a été fait pour les pédophiles de la RTS. Alors, je vais là aussi faire quelques commentaires sur cet article que vous retrouverez donc chez Omerta. Il est disponible en kiosque, mais aussi sur Internet. Notamment parce que j'ai décidé de donner les prénoms et patronymes complets de certains des coupables, mais pour d'autres, j'ai décidé de ne pas le faire. Et ça fait partie vraiment de l'âme et conscience, de l'in petto dans la poitrine, qu'un journaliste citoyen doit déterminer. Et qu'une rédaction, normalement, bien sûr, doit déterminer, mais on voit que ce n'est pas toujours le cas. Alors, le plus monstrueux de tous, a priori, c'est M. Raymond Zumsteg, un haut cadre de la RTS, qui fut le concepteur de l'Eurovision de Lausanne en 1989,
et qui est resté donc à la RTS très longtemps. J'insiste parce que plusieurs témoins ont confirmé, je cite, « Tout le monde savait ». Raymond Zumsteg est un violeur d'enfants. Je ne vais pas vous divulgacher la série. On n'est pas dans un feuilleton Netflix, on est dans un travail de presse. Ce haut cadre de la RTS est un violeur d'enfants. D'ailleurs, il va être condamné pour ça. En 2005, il va être condamné pour le viol répété de sa fille entre ses 4 et 8 ans. Mais on n'a pas la liste de toutes ses victimes. C'est très important. On ne sait pas combien de personnes il a violées. On est bien sûr assez content de dire que pour certains, ça doit être prescrit puisque ça aurait commencé justement dans les années 80, pour se poursuivre jusque dans les années 2000. Et il n'a pas purgé toute sa peine de prison. Et il protégeait un autre pédophile de la RTS qui a été condamné non pas en Suisse mais en France et qui s'appelait Patrick Allenbach, ou Allenbach, pour la radio-télévision suisse romande. Alors ce Zumsteg, outre son apparence peu engageante, on trouve plus d'images de lui dans la presse. Ça fait partie du travail de nettoyage de la RTS. Certaines personnes m'ont transmis des coupures de presse qu'on peut retrouver donc dans la presse suisse, papier, dans les bibliothèques. Il faut aller dans les bibliothèques suisses pour aller retrouver des images de ce Raymond Zumsteg qui est le boss de fin. J'attaque directement par le pire. Le boss de fin des pédophiles de la RTS. Au cadre qui a été envoyé à Berne, la capitale de facto de la Suisse, et qui est revenu à Genève. Il avait été écarté. Il s'agissait d'éloigner un chef aux mœurs douteuses, nous dira le magazine Vigous à l'époque. Je vais y revenir. C'est cette pièce historique qui a disparu des internets. Et ce Raymond Zumsteg, violeur d'enfants au cadre de la RTS, a été envoyé à Berne pour l'éloigner de son passe-temps, ou plutôt de son apostolat professionnel, puisqu'il faisait ça notamment dans des circonstances professionnelles. Et il est revenu de Berne avec un gras financement qu'il a fourni à un autre haut cadre de la RTS, dont bien sûr je m'empresse de dire pour qu'il n'y ait absolument aucune ambiguïté qu'il n'est en aucun cas un pédocriminel, et qui s'appelle Monsieur Chenevière, mais qui apparemment n'ignorait pas complètement les agissements de Raymond Zumsteg, ou en tout cas on peut douter de ce qu'il les eût ignorés complètement. Je cite, Zumsteg avait été nommé à Berne à un poste supérieur. En fait, il s'agissait d'éloigner de Genève, le siège de la RTS, un chef aux mœurs plus que douteuses. Mais quelques mois plus tard, notre homme était de retour à Genève pour reprendre son département dans la tour de télévision, malgré l'opposition des collaborateurs qui le connaissaient. Guillaume Chenevière, directeur de la TSR à l'époque, donc la maison mère, avait accepté de réintégrer ce triste personnage contre un financement exceptionnel octroyé par Berne. Raymond Zumsteg a réussi à couvrir pendant des mois les agissements d'un autre cadre qui collectionnait des images de pornographie infantile, allant jusqu'à menacer les employés qui avaient découvert la chose. On dit même qu'il s'agissait déjà de Patrick Allenbach. Qui écrit le texte que je viens de vous citer? C'est Feu Monsieur Nordman. Nordman est un journaliste suisse, était Feu Nordman, et également un scénariste de bande dessinée. On lui doit plusieurs Lucky Luke dont le succès critique a été relativement mitigé. Et Monsieur Nordman est le cofondateur du magazine satirique Les Maniques qui s'appelle Vigous, qui est un peu, si vous voulez, toute proportion gardée, le canard enchaîné du lac Léman. C'est le seul journaliste qui a accepté de publier un article sur je dis bien les pédophiles de la RTS. Vous avez un autre journal à l'époque où il était un vrai journal et qui s'appelle Le Temps et qui a parlé de l'affaire Allenbach parce qu'il ne pouvait pas faire autrement, mais qui l'a fait correctement. Sans bien sûr dire qu'il existait tout un réseau pédophile à la RTS. Non, c'était un cas isolé. Ce terme vicieux qui vous éloigne de la vérité, c'était un cas isolé. Alors, c'est ça le cyberblurring, il commence là. Mais je vais quand même saluer cet article du Temps de 2012, le 22 novembre 2012, qui a comme chapeau à propos de Patrick Allenbach, tout le monde savait. Tout le monde savait. Alors, qui c'est Patrick Allenbach? C'est quelqu'un qui a été condamné en France. Donc, je vous cite l'article du journaliste Olivier Perrin dans Le Temps, mais Le Temps d'avant, sans mauvais jeu de mots. Le Temps, que les moins de 12 ans ne peuvent pas connaître de toute évidence, le 22 novembre 2012, Patrick Allenbach, je cite l'article, 67 ans, a dit mercredi en sortant du tribunal de Bourg-en-Bresse. Tiens, qu'est-ce que ça vient faire là, Bourg-en-Bresse? À ma connaissance, c'est en France, ce n'est pas en Suisse. On a pourtant affaire à un pédocriminel de la radio-télévision suisse.
au tribunal de Bourg-en-Bresse, qu'il a jugé à huis clos pour une célébrité, est condamné à 3 ans de prison avec sursis, ce qui est tout à fait léger, ainsi qu'à un total de 20 000 euros de dommages-intérêts pour ses victimes, et Patrick Allenbach. Et là vous voyez les cas de conscience. Je dois vous déclarer qu'en mon âme et conscience, je considère que cette personne, d'abord, est de très loin la moins sulfureuse et la moins abominable des gens qu'on peut qualifier de pédophiles de la RTS et qui sont donc trop nombreux. Elle s'est amendée, elle a été courageusement en justice et elle déclare « Je pense que je devais être condamnée ». Oui, elle devait être condamnée. D'ailleurs, nous dit l'article d'Olivier Perrin, d'ailleurs, Patrick Allenbach a déjà entamé des soins depuis 2010 que le tribunal lui a aussi prescrits. Le jugement semble clément. Selon 20 minutes, l'ancien présentateur vedette encourait en effet 10 ans de prison pour 3, je cite, agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions, ce qui constitue, je cite, une circonstance aggravante, selon une procureure interrogée par 20 minutes. C'est l'affaire la moins grave de tous les scandales de la RTS. D'une part parce qu'elle ne relève pas de viol, d'autre part parce que son auteur s'en est réellement et sincèrement amendé. Ce qu'il a été le seul à faire. Elle démontre à quel point tout le monde savait. Et oui, mais pourquoi dans ce cas-là, l'article du Temps ne nous parle pas de Raymond Zumsteg ? Oui, tout le monde savait que Allenbach, mais c'est Allenbach, il est seul. C'est cloisonné. Non, le premier devoir de la Charte de Munich dit vous devez indiquer qu'il y avait un Raymond Zumsteg avant. Et vous devez indiquer qu'il y a eu d'autres cas. Non, là, c'est une affaire qui relève de sa vie privée. D'ailleurs, c'est ce que dira la radio-télévision suisse. Ça relève de sa vie privée. Mais non, c'est pas ce que nous dit le tribunal de Bourg-en-Bresse, puisqu'il y a eu abus de l'autorité que conféraient ses fonctions. Donc les fonctions sont en cause, donc ça n'en vient pas du tout de la vie privée. Alors pourquoi on a un directeur de la rédaction de la RTS ? Pourquoi on a quelqu'un d'important à la RTS, qui est donc un journaliste, qui est donc astreint au premier devoir de la Charte de Munich, qui dit au public le contraire de la vérité ? C'est sa vie privée, pas du tout. Et d'ailleurs, à l'époque, Nordman nous le dit très bien dans son article de Vigous. Il nous dit « Mais oui, ce monsieur de la RTS parle de vie privée. » Alors, c'est monsieur Gilles Marchand. Je cite l'article de Vigous et je vais vous dire plus sur cet article parce qu'il est historique. Dans un communiqué laconique et embarrassé, Gilles Marchand, directeur de la RTS, affirmait mi-décembre que, je cite, « cette enquête contre un ancien animateur TSR l'était pour des faits anciens relevant de sa vie privée. » C'est faux. Cette déclaration est fausse. Vous avez un communiqué de presse qui est fait par la RTS au public suisse, seul souverain qui la finance, qui est faux, qui est un mensonge. Ce ne sont pas les conclusions du tribunal de Bourg-en-Bresse qui déclarent qu'il y avait abus des autorités liées à sa fonction et que c'était donc de la pédophilie dans l'exercice de ses fonctions. Ce qui est une circonstance aggravante et ce qui dément les déclarations de ce Gilles Marchand de la RTS. D'ailleurs, déjà à l'époque, Nordman nous dit « Le coût de la vie privée, c'est un classique à la SSR, à l'époque SSR, Société Suisse de Radiodiffusion, maison mère de la RTS. En réalité, cette vie privée est bien publique, puisque Patrick Allenbach est poursuivi pour des faits qu'il aurait commis alors qu'il était employé à temps complet de la TSR et qu'il a continué jusqu'à fin 2010 à travailler pour la télévision romande à travers une société privée qui produit Musicomax chaque samedi sur cette antenne. Il exerce, je cite, des activités de production et n'apparaît pas sur les antennes de la RTS, a dit Gilles Marchand. Nordman nous dit tente encore de minimiser Gilles Marchand, qui craint comme la peste que l'on puisse relier les coupables activités d'Allenbach à la noble institution qu'il dirige. Noble. Là encore, c'est dilatoire, car Allenbach est apparu le 10 décembre 2008 dans l'émission Musicomax avec le docteur Minestrone dans le civil Yves Ménestrier, ancien directeur des programmes et ancien complice d'antenne. D'autre part, comme producteur, il était présent à Lausanne. Bon. Alors, l'article que je viens de citer est une pièce à conviction. Il est un article, un indice, obstruction à la justice, obstruction au journalisme, anti-journalisme, qui n'existe plus sur Internet. Et là où le caractère coupable de cette disparition est absolument certain, c'est que cet article a disparu des Internets, tenez-vous bien, le jour de la mort de son auteur, M. Nordman. Le jour de sa mort, Patrick Nordman, qui est cofondateur du magazine Vigous,
Cet article est le plus important jamais publié par son magazine. Jamais Vigous n'aura publié un article aussi exceptionnel au regard de la charte de Munich. Jamais. Et cet article qui est le plus important de Vigous, disparate. Alors je le cite pour respecter les fesses 13 ans de bon sang et le devoir d'informer le public. Article du vendredi 14 janvier 2011, Vigous, je cite l'article. La SSR ne perd pas le pédophile, jeu de mots avec ne perd pas de fil. Le chapeau nous dit, le pervers est dans le fruit. Quand la SSR est prise dans une sale affaire, elle joue la surprise, comme d'autres jouent la montre. Autopsie d'une tactique. C'est le seul article qui ira aussi loin. L'article du temps de 2012, et j'insiste, c'est le temps précédent. C'est le temps passé. C'est le prétérite. Parce que le temps aujourd'hui ne fera pas ça. Et je vais même vous démontrer qu'il ne fera pas ça, parce qu'entre-temps, il a été acquis par une fondation controversée qui s'appelle la Fondation Aventinus, et qui possède d'autres médias controversés aussi, et qui jamais, au grand jamais, n'aurait révélé au public suisse la vérité. Oh oui, ils auraient pu vous faire des articles sur d'autres choses, mais la vérité des faits, qui est dangereuse. La RTS a eu un réseau pédocriminel en son sein. Cette vérité-là, non, vous ne verrez pas la Fondation Aventinus et ses publications satellites vous en parler aujourd'hui. Et même en 2012, le temps.ch vous disait Patrick Allenbach, bon, c'est le tribunal de Bourg-en-Bresse, c'est un cas isolé. Et ne vous mentionnez pas une mention de Raymond Zumsteg, le violeur d'enfants infâmes condamné en Suisse en 2005. Pas une. Non, c'est monsieur Patrick Allenbach. Or, que nous dit Patrick Nordman, qui lui a le courage de le faire? Il nous dit, c'était ce monsieur Allenbach que protégeait Zumsteg. Il y avait donc connivence, il y avait donc réseau. Et on va voir qu'il y avait d'autres pédocriminels à la RTS. Je salue donc la mémoire de Patrick Nordman. Et j'en profite pour faire une digression importante. Le journalisme citoyen a besoin de se reproduire. Il n'y a pas de compétition, il y a des compétitions entre les rédactions. Quand vous avez un journalisme professionnel, donc malheureusement intrinsèquement prostituable, ça ne signifie bien sûr pas que tous les journalismes se prostituent, mais ils sont prostituables et c'est catastrophique. Eh bien, quand vous avez un journalisme professionnel, il existe une compétition entre les rédactions. Vous voulez le scoop. Vous ne voulez pas forcément reproduire votre métier, votre travail. Moi, je veux le reproduire. Je suis un journalisme citoyen, je le veux. Je veux que d'autres gens reprennent le flambeau, créent des chaînes YouTube, enquêtent. Je le souhaite. Donc là, j'aimerais que des journalistes citoyens s'emparent du dossier. Interrogent le temps. Parce que le problème du journalisme, tout court, c'est que sans le journalisme citoyen pour l'interroger, il ne fait pas son travail d'auto-examen. On l'a vu dans le cas français, vous savez, vous avez un journaliste affilié à Libération qui a violé et torturé en série, qui a pris, je crois, plus de 25 ans de prison pour ça. Il est passé devant une cour d'assises. Silence coupable de Libération, qui de toute façon faisait la promotion de la pédocriminalité dans les années 70. Silence, bien sûr. Courtois et coupable. Donc là, vous avez besoin des journalistes citoyens pour dire « Stop, nous, les journalistes citoyens, on va enquêter sur d'autres journalistes. Vous êtes nos confrères, mais vous avez déconné. Et la confraternité ne vaut pas qu'on lui sacrifie le premier devoir de la charte de Munich. Donc, normalement, le journaliste citoyen doit avoir le courage d'interroger d'autres journalistes. C'est ce qu'a fait Patrick Nordman. Il a critiqué, non pas d'autres journalistes, il a critiqué la crème du journalisme suisse, la RTS, mon Dieu. Mais c'est l'élite, c'est la noblesse, c'est le haut du panier journalistique suisse. Vous vous en doutez bien, plus d'1 milliard de francs suisses tous les ans. C'est du sérieux? Eh bien, il a osé. Et c'est resté de son vivant, sur Internet. Le jour de sa mort, cette publication disparaissait. C'était la seule qui démontrait bien qu'il existait un réseau pédophile au sein de la RTS, qui a violé des enfants, qui a recelé des images pédopornographiques, qui les a consommées sur des ordinateurs de bureau, comme certains consomment une trace de coke. C'est le seul journaliste qui va faire ça. Et je vais tout de même saluer cet Olivier Perrin de l'ancien temps, sans mauvais jeu de mots, qui a osé parler de l'affaire Allenbach, mais tribunal de Bourg-en-Bresse, huis clos, incident, séparé, circulé, il n'y a rien à voir. Bon. Moi, ça me laisse sur ma faim, bien sûr, comme journaliste sérieux, mais lui, au moins, a osé le faire.
Alors là, on a donc deux noms, Raymond Zumsteg et Patrick Allenbach. Raymond Zumsteg, violeur d'enfants, on n'a pas la liste complète de ses victimes, mais on a au moins sa fille et c'est abominable. Et Patrick Allenbach, qui n'est pas un violeur, mais qui a procédé à de l'attouchement sur mineurs de moins de 15 ans, de façon répétée, en abusant de l'autorité que lui a conférée le peuple suisse en tant qu'au cadre de la RTS. Bon. Troisième affaire. Je voulais vous donner le patronyme en entier, et je ne vais pas le faire. Nous allons donc parler de Monsieur Thierry C. Dans l'article d'Omerta, le patronyme est indiqué en entier. Je ne vais pas le faire parce que, en mon âme et conscience, je dois demeurer conscient de... non pas des risques pour moi-même, alors là, vous imaginez bien, ça c'est pas le sujet, mais d'être capable de laisser une certaine place à la réhabilitation de cette personne. Et donc j'ai décidé pour les 3 personnes suivantes de ne pas vous donner les patronymes. Bien qu'ils soient publiés, pas tous, dans le magazine Omerta, mais dans cette vidéo qui aura plus d'audience. Et là, c'est vraiment un choix personnel éditorial. Les journalistes citoyens qui m'écoutent peuvent tout à fait poursuivre l'enquête et publier le patronyme complet, mais je n'invite absolument pas à le faire. Donc c'est l'affaire Thierry C. Alors qu'est-ce que c'est que l'affaire Thierry C? Vous avez un informaticien, Jorge Resende, qui surprend sur des ordinateurs de la RTS des centaines d'images pédopornographiques. Et la RTS, alors là vous dites, premier devoir de la charte de Munich, patati patata, évidemment, ils vont enquêter, évidemment, déjà des têtes vont tomber. Pas du tout. Jorge Resende, sa vie a été brisée. C'est lui le vrai journaliste. Il n'était qu'informaticien, vous vous rendez compte? Au sein d'une structure qui est payée 1 milliard par an par le contribuable suisse, au sein de cette multinationale sulfureuse, un informaticien se retrouve à faire un travail de journaliste, c'est-à-dire à prendre des risques personnels pour sa santé physique et mentale, pour informer le public suisse de la vérité. Ce lanceur d'alerte qui travaille pour la RTS, qui trouve ces images pédopornographiques, il va être persécuté. Vous ne trouvez plus son nom sur Internet. Et il va entamer une grève de la faim. Et c'est un député suisse de droite qui va faire une interpellation à la Chambre. Le seul, pas les autres députés. Non, c'est lui qui va faire cette interpellation, pardonnez-moi. Ce Thierry C sera recyclé dans une radio française, que je ne vous indiquerai pas. J'ai appris que quand cette radio avait pris connaissance de son passé, elle l'avait limogé. Je ne suis pas en mesure de déterminer si justice a été faite ou pas. Je ne représente pas la justice, je représente le journalisme. Mais je considère qu'il n'est pas nécessaire, encore une fois, de citer le patronyme de cette personne dans cette publication. Quoi qu'il en soit, cette personne a été recyclée dans une radio française et a été remerciée quand cette radio, ou en tout cas quand un certain nombre du personnel de cette radio, a pris connaissance du fait que c'était bien cette personne qui possédait sur ses ordinateurs de travail, pour sa consommation personnelle, 500 images pédopornographiques. Et on a brisé la vie de Jorge Resende, que vous ne retrouverez plus maintenant. Vous ne pourrez plus trouver ce monsieur qui a refait sa vie après avoir donc fait une grève de la faim. Je crois que c'est Oskar Fressinger qui a fait cette interpellation, je vous le dis de tête. Et oui, on lui en voudra de rimer avec Oskar Schindler puisqu'il est de droite. Et pourtant, c'est lui qui a eu le courage de faire cette interpellation. Et je suis musulman moi-même. Je devrais vouloir à monsieur Fressinger d'avoir mené un combat contre les minarets en Suisse. Je lui tire mon chapeau à ce héros d'avoir fait une interpellation parlementaire sur l'affaire des images pédopornographiques de la RTS. Chapeau, monsieur l'élu. Et là, on parle du cyberblurring, c'est-à-dire que si vous voulez chercher des infos sur la pédocriminalité, vous avez par exemple une manifestation organisée à Genève devant la RTS le 11 janvier 2020. Vous aviez d'anciens employés de la chaîne qui déroulaient une banderole indiquant, je cite, « La pédophilie est une longue tradition à la RTS ». Vous êtes journaliste citoyen, vous voulez enquêter là-dessus. Vous tapez « pédophile RTS ». Vous aurez un article de François coécrit par votre serviteur, mais vous ne le trouvez pas sur Google parce que François est désindexé par Google.
Et cet article a subi un terrorisme intellectuel très brutal. Mais ensuite, vous verrez des articles de cyberbullying qui vont vous détourner, c'est de l'anti-journalisme, de la vraie vérité. Raymond Zumsteeg, Patrick Allenbach, Thierry C. et les autres. Vous avez un lanceur d'alerte très maladroit, certainement autiste, des informations que j'ai pu prendre et des appels téléphoniques que j'ai pu avoir avec cette personne, qui est un ancien employé de la RTS, pendant plusieurs décennies, comme Jorge Resende, qui s'appelle Yann Lopez. C'est quelqu'un de brisé. Je ne citerai pas ses témoignages parce qu'il est brisé. C'est un père de famille, en obligation de soins, ruiné et brisé et persécuté. Eh bien, qu'est-ce qu'une certaine presse va écrire sur lui ? Bien sûr que ce n'est pas quelqu'un de sérieux. Pire, qu'il a fait subir des abus à ces braves journalistes de la RTS. Que cet employé, Yann Lopez, ancien employé, vous avez ce qu'on appelle du name and shame. Et qui va se livrer à ce name and shame ? Une publication suisse très controversée qui s'appelle Heidi. Et Heidi appartient à qui ? À la Fondation Aventinus, qui possède Le Temps également. Et c'est là, vous savez, qu'on va pouvoir utiliser une expression qui est chère à Pierre-Yves Rougeron, que je salue. Lui, il utilisait bien sûr pour les cas de désindustrialisation français, qu'a dénoncé l'héroïque Arnaud Montebourg, le prix de la passe pour les industriels français qui ont offert les fleurons industriels de l'Hexagone à des investisseurs américains. Alors, comme le dit Pierre-Yves Rougeron, le prix de la passe, dans le cas de ce qui est révélé par Arnaud Montebourg, c'est autour de 7 millions. Pour 7 millions d'euros, vous vendez des fleurons industriels français. J'aime bien ce terme utilisé par Pierre-Yves Rougeron parce que je vous ai dit que la radio-télévision suisse, enfin la SSR, sa maison mère, Société suisse de radiodiffusion, palpait plus de 1 milliard de francs suisses par an. 1,2 milliard de francs pour être précis, parce que la décimale pèse lourd. Alors, les deux médias que contrôle la Fondation Aventinus, j'ai eu d'ailleurs l'occasion dernièrement de m'entretenir brièvement, mais ce fut suffisamment intense, avec un représentant du journal Le Temps. Vous savez, institution en Suisse. Enfin, quand on verra le prix, on peut se demander dans quelle mesure c'est une institution. Mais bon, Le Temps... Eh bien, ce journaliste du Temps m'a dit, mais oui, on est contrôlé par la Fondation. Il n'a pas utilisé le terme contrôle. On appartient, c'est mieux. On appartient à la Fondation Aventinus. Mais elle n'intervient pas dans l'éditorial. Alpenhorn. Oui, c'est du pipeau en plus gros et cuivré. Comment ça, la Fondation qui contrôle n'intervient pas dans... Posez cette question à la Fondation Aventinus. Intervenez-vous, oui ou non, dans les affaires stratégiques éditoriales du Temps et de Heidi que vous contrôlez? Alors combien coûtent ces publications? Heidi a été achetée par la Fondation en mai 2021 pour 728 000 francs. Ce n'est rien. Ma chaîne YouTube vaut plus cher, ce n'est rien. 728 000 francs, c'est ce que vaut Heidi. Là, on a bien sûr envie de sortir les slogans du plus pur style Madison Avenue, 728 000 francs parce que je le vaux bien. La SSR, elle, c'est 1,2 milliard par an. Eh bien, Heidi, donc, nous fait du name and shame sur Yann Lopez, très bien. En laissant entendre au public que ce pauvre Yann Lopez est un harceleur. Mais enfin, c'est un père de famille ruiné, détruit. Sous soin en face, on a une multinationale à 1,2 milliard tous les ans. Et vous allez nous faire croire que ce pauvre Yann Lopez harcèle cette multinationale tout seul? Au minimum, respectez le contradictoire et la vérité. Parlez-nous de Raymond Zumsteeg, le violeur d'enfants. Parlez-nous de Patrick Allenbach, le tripoteur récidiviste condamné en France. Parlez-nous de Thierry C., le receleur d'images pédopornographiques qu'il consommait sur des ordinateurs de bureau. Non, Heidi n'en fera pas état. Pas plus que Le Temps d'après son acquisition par la Fondation Aventinus. Alors Le Temps, c'est plus sérieux. C'est 6,5 millions que ça coûte. En une fois, j'insiste, la RTS, enfin la SSR, la maison mère, c'est 1,2 milliard tous les ans. Catching. Non. Là, c'est un one-shot de 728 000 francs. Donc, on est d'accord, hein. On parle de 2 grosses voitures sportives. Bon, très bien. Puis ça s'amortit. Ouh là là, ça s'amortit sur plus longtemps que la durée de vie d'une Lamborghini. Ouh là là, attention.
Puis une Lamborghini, c'est quand même plus sérieux qu'Heidi. Je pense que les seules choses qu'ils ont en commun, c'est la dernière lettre. Mais le temps, c'est 6,5 millions. Encore une fois, c'est plus sérieux. Acquis en janvier 2021 par la Fondation Aventis. À partir de ce moment-là, le temps ne parlera plus de pédocriminalité à la RTS, ou surtout pas de toute façon. Quand le temps d'avant en parlait en 2012, encore une fois, c'était pour vous dire que c'était un cas isolé. Mais sur le lieu professionnel, tout de même, il y avait un minimum de respect de la charte de Munich. Eh bien, le temps, lui, va vous parler de Darius Rochebin. Alors, je n'aime pas personnellement Darius Rochebin. Ce n'est pas mon ami. Il travaille pour LCI, pour qui je réserve assez peu de respect pour leur travail journalistique. Mais Darius Rochebin a été utilisé comme bouc émissaire dans l'affaire des pédophiles de la RTS, puisque le temps a parlé de lui, se l'est payé, l'a brisé, l'a détruit, dans un article incendiaire sur lui, qui parle du harcèlement sexuel à la RTS, c'est-à-dire... Vous vous rappelez le cyberblurring pour le portable de Hunter Biden. On a Hunter Biden avec des centaines d'images, le fichier Marco Polo, c'est abominable, il s'est tapé des putes avec le budget de sa société. Il y a sans doute de la pédocriminalité dedans, en tout cas des photos laissent songeur et mériteraient une enquête. On rappelle que Hunter Biden appelait sur son registre, son carnet d'adresse, son propre père pédopite. Ce n'est pas une blague, c'est confirmé. Le cyberblurring pour Hunter Biden, vous vous rappelez ce que c'était ? C'était, oui, il est tombé pour détention d'armes. Sous-entendu aux États-Unis, détention d'armes. Lucky Luke, il n'aurait pas non plus, pour reprendre le travail de Patrick Nordman, qui a donc été scénariste pour Lucky Luke. Lucky Luke non plus, il a peut-être pas déclaré son Colt 45, vous savez, ça fait de lui quasiment un héros. Oui, peut-être que Hunter Biden tire plus vite que son ombre. Le problème, c'est que lui, c'est des prostituées qui tirent, mais à part ça, c'est quasiment un héros. C'est ça le cyberblurring, c'est vous dire qu'un type qui devrait tomber pour détournement de fonds, corruption, recel de trafic d'influence, tombe, c'est un bien grand mot, pour détention d'armes illégales, sous-entendu aux États-Unis, c'est normal. Et bien là, la RTS, Raymond Zumsteeg, Patrick Allenbach, Thierry C. et les deux autres dont je vais vous parler, qui se protégeaient entre eux, qui recelaient des images pédopornographiques. Non, le temps, la Fondation Aventinus va vous dire sapristi saucisse, sans mauvais jeu de mots par rapport à ses activités Zumsteegesques. Il y a du harcèlement, paraît-il, à la RTS, du harcèlement sexuel. Et la figure de ce harcèlement, c'est le bouc émissaire d'origine iranienne, Darius Rochebin. Oui, Darius, il est iranien. Alors Darius Rochebin, il aurait parlé de masturbation au bureau. Il en a parlé, il l'a pas fait, il en a parlé. Ok ? Et donc, il y a une culture toxique, c'est très mal. Et alors là, la main sur le cœur. Magnifique enquête, primée par le temps. Par le temps, elle n'est pas primée par le temps, mais cette enquête du temps est primée. Pas de ça chez nous. Nous allons parler des sujets qui fâchent. Nous allons parler du harcèlement sexuel qui est entièrement cristallisé par la figure sulfureuse de Darius Rochebin. Darius Rochebin n'a été inquiété par la justice à aucun moment. Vous avez le temps, donc la Fondation Aventinus, soyons très clairs, qui démonte le seul d'origine étrangère au haut lieu de la RTS, le seul au sommet de la RTS qui est d'origine iranienne. Elle le dégomme publiquement, elle le livre en pâture, en disant qu'il représente quasiment à lui seul toute la culture sale de la RTS. Et ce faisant, elle blanchit la RTS de Zumsteeg, du viol de sa fille, de la protection d'Allenbach, le tripoteur de gamins de moins de 15 ans, qui confirme qu'il a fait ça en abusant de son autorité. C'est le cyberblurring. On n'entendra plus seulement parler que de ce harcèlement qui n'est pas la RTS, qui est Darius Rochebin. Darius Rochebin n'a jamais été inquiété par la justice. Il n'a même pas été mis en examen. Et quand bien même il l'eût été, bien sûr, il eût été présumé innocent, c'est la base. En tout cas, cette présomption n'a pas été respectée par le temps d'après, le temps du rachat par la Fondation Aventinus. Le temps à 6,5 millions de francs. Darius Rochebin ne va pas les attaquer en diffamation, parce que vous savez. Il va faire un deal avec la personne qui a revendu le temps à Aventinus, et il va partir de toute façon à Paris, qui est quand même un peu plus sérieux, et bosser pour LCI. Mais ça restera sur sa page Wikipédia. Alors que c'est sur la page Wikipédia de la RTS que vous devriez avoir Raymond Zumsteeg, Patrick Allenbach, Thierry C. et les autres. Aucune mention. Aucune. Et vous ne pouvez même pas retrouver les actes de condamnation de Zumsteeg, le violeur d'enfants, au cadre de la RTS. Vous ne pouvez même pas. Ça, c'est pour moi abominable. Ça fait que la RTS est encore une scène de crime, puisque des preuves disparaissent. Des red herrings, en rouge, des fausses pistes,
Des fausses pistes sont agitées au public. Vous cherchez ça, vous verrez Heidi, qui sans trembler des genoux, arrivera à faire dire à sa publication et faire croire à certains de ses lecteurs parmi les plus crédules qu'un père de famille humilié et ruiné et détruit mentalement harcèle à lui seul une multinationale qui palpe 1,2 milliard par an. Il faut être complètement taré pour croire ça. Il faut être taré pour écrire ça. Ou il faut appartenir à la fondation Aventinus. Quoi qu'il en soit, quelques questions doivent être posées à cette fondation, il me semble. D'abord, oui ou non, est-elle consciente que ces publications pourraient distraire le public de la vérité crasse concernant le passif de la RTS ? Considère-t-elle, oui ou non, que ce passif de la RTS devrait être connu du public suisse, par écrit ? Considère-t-elle, oui ou non, que la publication qui accable ce pauvre Yann Lopez, encore une fois maladroit, perturbé, ruiné, qui ne fait pas mention une seule fois de l'affaire Resende, de l'affaire Zoomsteak, etc. Considère-t-elle que cette publication de son satellite Heidi informe le public, le met sur le chemin de la vérité ? Moi, je ne le considère pas. Et j'ai des raisons, bien sûr, de ne pas le considérer. Alors, quatrième affaire. L'affaire Roland B. Il reste très peu de traces de cette affaire. Tout juste sait-on que cet employé de la RTS a détenu lui aussi, comme Thierry C., des centaines d'images pédopornographiques différentes sur son ordinateur de travail. Ce, bien sûr, sans lien avec une enquête en cours. Attention, c'était pas pour faire un article, c'était pour sa consommation personnelle. Il fut condamné pour cela, en Suisse cette fois, au début des années 2000. Oh, la fondation Aventinus n'en parle pas. Quand vous avez le temps d'avant et même le temps d'après, sur l'affaire du harcèlement sexuel, Darius Rochebin, j'insiste, qui n'a jamais été même mis en examen, mais pas condamné, même pas mis en examen. Ça vous parle pas de ça non plus, ça commence à faire beaucoup. Thierry C., Roland B., Patrick Allenbach, Raymond Zoomsteak. Cinquième affaire, Walter Bert... Et là, je l'ai mis sur l'article. Et c'est absolument pas pour me protéger, alors là, croyez-le bien. C'est vraiment, est-ce qu'on décide... C'est pas moi qui peux déterminer si ces personnes ont payé leur dette à la société, c'est la justice. Elles ne sont pas passées devant la justice pour certaines. En l'occurrence, cette personne, animateur radio à la RTS, poursuivi et condamné par contumace, absent donc à son procès, pour des faits de pédocriminalité. Mais nous perdons sa trace après sa cavale en Haïti, où il travailla pour le réseau de presse HPN, et où il tint un restaurant, d'où Nordman, feu Nordman, le soupçonnait publiquement en 2011 de continuer, je cite, son petit commerce. Ce qui, n'en doutons pas, ne se réfère pas aux acras de la street food locale. Ce monsieur a détenu un restaurant, pour le coup. Peut-être qu'il faisait vraiment dans l'acra de morue. On a retrouvé des traces, même sur TripAdvisor, à un moment donné, vous retrouviez des traces de son restaurant. Un pédocriminel condamné par contumace en Haïti, mais c'est le renard dans le poulailler. La raison pour laquelle je ne donne pas son patronyme maintenant, c'est qu'il aurait pu être inquiété de façon plus dangereuse en Haïti. Alors, une mention honorable. Et là, je vais vraiment vous parler du cas de conscience journalistique. On a affaire à quelqu'un qui est en France, dont j'ai bien sûr le nom, qui est mis en cause nommément par Nordman, et qui occupait un poste extrêmement important au sein de la RTS. Quand je vous ai dit qu'il y avait 5 affaires, c'est donc Walter B., Roland B., Thierry C., Patrick Allenbach, qui est décédé depuis, condamné par le tribunal de Bourg-en-Bresse, avec une certaine clémence, puisqu'il n'aura pris que du sursis, alors que, comme je vous le disais, il risquait plus de 10 ans de prison ferme. Et l'affaire Raymond Zoomsteak, qui lui a écopé de 10 ans de prison ferme sans faire la totalité de sa peine. Les uns se protégeant les autres, mutuellement, recelant des images pédopornographiques sur les ordinateurs de la RTS payés par le contribuable. Ça veut donc dire que ces gens étaient payés pour consulter des images pédopornographiques ou pour abuser de leur autorité avec leurs fonctions payées par le contribuable suisse. Et qu'en face, vous avez des articles qui vont préférer vous parler, chacun a ses priorités, du pseudo-scandale de harcèlement sexuel et de culture toxique. En gros, c'est cette espèce d'expiation. Ça, c'est le principe du bouc émissaire. On tue un bouc pour pas avoir à payer soi-même les conséquences de ses actes. On les met sur un bouc, on s'en débarrasse, et on brûle le bouc. Le bouc, en l'occurrence, c'était Monsieur Darius Rochepin. Et ben voilà le travail de journalisme citoyen. Rendre des comptes. Et donc, cette dernière personne, je ne l'ai pas comptée dans les 5 affaires des pédocriminels de la RTS qui s'étalent sur 40 ans, dont on n'a pas la liste de toutes les victimes,
et dont, au contraire, les lanceurs d'alerte comme Jorge Resende ont été persécutés jusqu'à faire une grève de la faim. Et je n'appellerai même pas Yann Lopez totalement un lanceur d'alerte, je dirais maladroit, puisque dans l'article qui l'accable et qui fait du name and shame contre lui, aucune mention de toutes ces personnes. On a un cursus ignominié à la RTS. Alors le dernier cas, je l'ai mis à part. On va l'appeler John Doe. Je ne donnerai même pas son prénom. Je vous dirai juste que c'était un haut cadre de la RTS et qu'il est mis nommément en cause par Nordman dans son article de Vigous en 2011, où il est décrit quelque peu contraint de se tirer vite fait pour les mêmes motifs que ceux de Walter B. en cavale en Haïti. Et encore une fois, on a affaire à quelqu'un de très sérieux, qui est actuellement en France, pas en Suisse, mais dont, même si je ne suis pas qualifié et mandaté, parce que c'est même pas tant une qualification qu'un mandat de déterminer si quelqu'un a payé ou pas sa dette à la société. Je ne suis pas mandaté pour déterminer si cette personne a payé ou pas sa dette à la société. Mais je considère qu'un journaliste citoyen doit faire preuve d'un minimum de miséricorde. Et c'est vraiment le mot miséricorde que je vais employer, même si ce n'est pas un devoir de la Charte de Munich. Puisqu'après tout, ma tradition personnelle, c'est le structuralisme. Et le problème de la RTS, c'était sa structure. Ça l'est toujours d'ailleurs. Donc il y a les noms, il y a les personnes. Et on a essayé de condamner les personnes. Alain Bach et Le Temps d'avant, 2012, qui nous dit que c'était un cas isolé. Et ce directeur de la RTS qui nous dit, recueilli par Nordman dans Vigous, que c'était, recueilli dans son communiqué de presse officiel payé par le contribuable suisse, que c'était un cas isolé, alors que c'était faux, et que c'était sur son temps personnel, alors que c'était faux, c'est un mensonge. C'est structurel. Et c'est la structure qu'il faut accabler. C'est la marque, c'est le nom RTS, sur lequel il faut enquêter, et sur lequel il faut informer. Mais ce John Doe, bien sûr, est responsable de ses actes personnellement, mais travaillait à la RTS. Et donc la miséricorde, je l'invoque pour cette personne en nom propre, je ne l'invoque pas pour sa structure, qui elle mérite des interpellations parlementaires, mérite des enquêtes, mérite que les journalistes citoyens fassent le travail que les journalistes de la Fondation Aventinus n'ont pas pu faire, n'ont pas voulu faire, n'ont pas jugé bon de faire, ou dont la rédaction n'a pas jugé qu'elle devait le faire. Ces journalistes ont préféré parler de Darius Rochebin jamais mis en examen et le détruire, plutôt que de parler de Raymond Zumsteck, de Patrick Allenbach, de Roland B., de Walter B., de Thierry C. Pardonnez-moi, je trouve ces choix odieux. Le cyberblurring et le damage control ne sont pas des fonctions journalistiques, ce sont des fonctions de communicants. Ce sont des fonctions de porte-flingue, ce sont des fonctions d'anti-journalistes. Un journaliste citoyen, lui, doit respecter le premier devoir de la Charte de Munich. Alors on va faire un petit épilogue sur Gérard Depardieu. La RTS, en 2023, décembre 2023, la RTS si pudibonde annonçait déprogrammer tous les grands rôles de Gérard Depardieu. Mais vous vous foutez de la gueule de qui ? Vous avez eu un haut cadre violeur d'enfants qui protégeait un autre haut cadre qui tripotait des enfants de moins de 15 ans. Et vous avez eu 2 autres journalistes importants qui recelaient des images pédopornographiques. Et quand un informaticien l'a révélé, vous l'avez détruit et persécuté, et il n'y a aucune mention, aucune excuse pour les victimes des pédocriminels de la RTS, aucune. Vous n'avez même pas fait la transparence là-dessus alors que la BBC l'a fait. Trop tard, trop mal, mais la BBC l'a fait. Pourquoi la RTS ne pourrait pas le faire ? Et au lieu de ça, vous attaquez Gérard Depardieu ? Mais il a violé qui, Gérard Depardieu ? Personne ! Et vous donnez ces spectacles de pudibonderie ridicules en déprogrammant les rôles d'un monstre sacré du cinéma qui n'a jamais violé personne, j'insiste, enfin c'est fou de devoir insister là-dessus. Et vous placez donc Gérard Depardieu au-dessus des violeurs d'enfants qui ont travaillé chez vous ? Ça ne vous pose pas de problème ? Moi, ça m'en pose en tant que journaliste citoyen, figurez-vous. Et tout le terrorisme intellectuel, toutes les tentatives d'intimidation dont vous pouvez faire preuve ne pèseront rien dans ma détermination de vous poser cette question. Car à ce stade-là, bien sûr, du documentaire, je dois signaler au public suisse en particulier que la RTS n'a jamais donné suite à mes demandes d'interview sur ce sujet. Jamais. Au contraire, intimidation légale. Aucune suite. Bon, mais tentative. Intimidation. Et le journalisme citoyen doit poser cette question. La question doit être posée à la Fondation Aventinus. Trouvez-vous normal de parler de Darius Rochebin plutôt que des violeurs d'enfants récidivistes qui ont vraiment existé, qui ont vraiment
été au cœur de la RTS? Trouvez-vous normal, quand il s'agit d'informer le public, de parler de A plutôt que de B? Trouvez-vous normal d'accabler un pauvre père de famille ruiné sans faire une seule mention? Ah oui, mais tout de même, comme ce Yann Lopez, il délire pas complètement puisqu'il y a bien eu des violeurs d'enfants à la RTS. Trouvez-vous normal, enfin, d'en faire des caisses sur Gérard Depardieu alors que vous avez eu en votre sein des monstres, des monstres. Gérard Depardieu n'est pas un monstre. Appelez-le ce que vous voulez. Vous avez le droit de ne pas l'aimer. Vous avez le droit de l'appeler beauf. Vous avez le droit de l'appeler dégueulasse si vous le souhaitez. Mais vous n'avez pas le droit de l'appeler monstre. Les gens que vous avez eus au sein de la RTS, on a le droit de les appeler des monstres. Trouvez-vous normal, en conclusion, d'en faire des caisses sur un beauf? Éventuellement, et c'est un choix personnel, c'est même pas mon opinion personnelle, attention. Mais allez, sur quelqu'un qu'au pire on peut appeler un beauf, par rapport à des gens qu'au minimum, pas au pire, on peut appeler des monstres, qui ont été rémunérés par l'argent public suisse. Trouvez-vous cela normal? C'est ça le dossier de la RTS. Et je ne vais même pas vous parler, encore une fois, davantage des persécutions que j'ai connues, du terrorisme intellectuel, des agressions, non. Public. Non. Ça, c'est le métier. Un journaliste sans cicatrice, ça vaut rien. Edward Snowden, aujourd'hui, est exilé. Et Julian Assange est en prison. Alors, est-ce que vous croyez que moi, avec la micro-coupure de papier que m'a fait subir la RTS, je déconne, hein? C'est plus sérieux. Encore une fois, tout ce que j'ai subi après Pfizer, c'est de la rigolade à côté de ce que j'ai subi pour avoir enquêté là-dessus. Mais, comme dirait Churchill, ce n'est pas la fin. Ce n'est même pas le début de la fin. Mais c'est sûrement la fin du début.